Okay, hello Très everyone. bien, bonjour tout le monde. Welcome to Bienvenue this webinar today. à ce webinaire aujourd'hui. Bienvenue aujourd'hui. Euh, Just a reminder, some of our presentations will be in English Il y a and des some présentations qui sont en français et d'autres en anglais, donc nous avons l'interprétation que vous pouvez choisir au moment en bas de votre écran. Quelques présentations aujourd'hui sera en français et quelques-unes en anglais. Donc, vous pouvez choisir votre langue préférée en cliquant sur le globe en bas de l'écran. Wonderful. And just a couple of reminders, if you could keep Quelques yourself rappels, on mute éteignez vos micros s'il vous while plaît things are durant la happening présentation. the call, that would be Ce appreciated. sera très apprécié d'éteindre votre microphone. Also, if you can keep Et your si vous questions to gardez the vos end, questions, after maintenez les questions jusqu'à la fin. spoken, we will Une fois que chaque open panéliste fait sa présentation, nous aurons un temps de questions et So réponses. big welcome to all of Donc, you joining bienvenue à today chacun de in vous. person, Merci d'être ici and to be pour part of apprendre this et pour solidarity nous event. rencontrer en solidarité. My name is Je Selena m'appelle Hunt. Salina I'm Hunt. Je interim suis director for public directrice engagement, pour l'engagement du public intérimaire au Caritas Canada, and Développement et paix. yes, I really Et welcome you all today. je vous accueille aujourd'hui. Merci d'avoir pris du temps pour This hour with us. être présent pour cette heure avec vous. We'll start with an Nous allons opening commencer avec une prayer prière d'ouverture, donc j'invite maintenant Monseigneur Albert Lagat de nous introduire à la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils pour être le prince de la paix. Parfois, on se demande comment, Seigneur, quand, Seigneur. Et à ce moment-ci de notre monde, nous te demandons de nous aider à voir ce qu'il faut faire et surtout comment nous avons à nous encourager l'un mutuellement en essayant d'amener de la paix et la justice pour tous et toutes. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Aide-nous surtout d'avoir des cœurs ouverts et des cœurs qui sont prêts à agir, à intervenir, de donner, de rejoindre les autres. Nous nous informons de plus sur la situation au Gaza, que c'est surtout la souffrance de tout humain. Mais en ce cas-ci, la souffrance des gens du Gaza, la souffrance des gens du Moyen-Orient qui nous touche le cœur le plus. Aide-nous dans nos esprits et dans notre ouverture, dans nos esprits à être ouverts à tout ce qui peut apporter ton amour à tous et chacun, et surtout à ceux qui en ont le plus besoin à ce moment-ci dans cette région. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Thank you. As you know, we have a few special guests Comme vous with us savez, today. nous avons The first des that will be invités speaking is aujourd'hui. Father David D'abord, Newhouse, who is le a Père Jesuit David from the Newhouse, qui Holy est un Land. jésuite de la Terre He Sainte. teaches Il enseigne scripture at institutions in l'écriture Israel and Palestine, en Israël et including the Palestine Latin Patriarchal avec le Seminary in patriarche Shatila latin and the Salesian Theological et, Institute in à Jerusalem. He et à holds a l'Institut. doctorate in political science and pontificate degrees in Il a des theology degrés and en scripture. théologie et en He has written écriture. numerous books and Il a articles écrit on the plusieurs livres Israel-Palestine et conflict. classiques sur le He conflit is the Latin palestinien. Patriarchal Vicar for Et il a été Hebrew-speaking Catholics, vicaire. migrants, and asylum seekers in Israel. He is currently a fellow at the Jesuit Institute of South Il pêche Africa, en Afrique du where Sud he joins us. et il est des nôtres maintenant. Please go ahead, Father. Thank you very much, Selena. I'm honored and pleased to be with you and to be with my friend Anton Asfar from Jerusalem as we try to learn more about the situation in Israel-Palestine. Luke, can you put on our slides? There, can everybody see them okay? Is it working? Yes. Okay, this is not the first slide. Could you go back one slide, please? There we are.
Thank you. So I have been charged with trying in 15 minutes to give you some background to October the 7th, 2023. I imagine that everybody knows what happened on that day. C'est le 7 octobre, quand il y a eu des attaques qui sortaient de Gaza sur l'Israël du Sud. Prochain. Les choses n'ont pas commencé à aller mal le 7 octobre 2023. C'est un élément très important de souligner. Plusieurs voudraient croire que tout allait très bien avant cette date du 7 octobre. De fait, plusieurs voudraient qu'on croie qu'Israël était prêt à écrire un accord avec l'aide des Américains, avec toutes sortes de groupes arabes et que les gens voulaient signer un accord de normalisation. Mais ce n'est pas c'est pas la vérité. On ne peut pas comprendre. Of course, it's a big question. Until when do we go back? I would like to suggest Je voudrais suggérer 1917. qu'on retourne en 1917. Ce n'est pas une date prise au hasard. En 1917, au mois de décembre, on le voit dans les photos au centre, le General Allen avec les forces britanniques pour entrer et conquis Jérusalem et le prix des Turcs à ce moment-là. Quelques années avant, la Palestine avait cette diapo. Si on regarde la Palestine en 1917, nous avons une population autour de 600 000 Arabes et de 60 000 Juifs. Ça va peut-être important de voir ces chiffres. Quand les Britanniques sont arrivés en 1917, il y avait là une population de 600 000 arabes qui vivaient en Palestine et 60 000 Juifs. Donc 600 000 versus 60 000. En décembre 1917, une lettre a été envoyée à une personne de la communauté juive britannique, Rothschild. C'est devenu la déclaration Balfour, envoyée le 2 novembre 1917. L'Angleterre a promis, le gouvernement de Sa Majesté voit d'un œil favorable l'établissement d'un foyer pour le peuple juif. Il va faire ce qu'il peut pour permettre la réalisation de cet objectif. Et comme l'Angleterre a tout fait pour faire en sorte que cette promesse puisse être concrétisée. Il y avait une deuxième partie de la déclaration qui disait, sans qu'il n'ait pas parlé, rien ne sera fait qui puisse aller contre les droits civils et religieux de voir comment les communautés sont les communautés non juives en Palestine pour les droits ou le statut par les Juifs dans d'autres pays. Vous avez remarqué que ces communautés sont des communautés disparates ou dispersées et non pas comme les communautés arabes. Et les Anglais ont fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Quand on arrive en 1947-48, vous voyez les Arabes arrivent à 1324 000. Les Juifs ont 610 fois plus qu'en 1917, 630 000. Et ce n'est pas par des moyens naturels. Plutôt, le pays reçoit à ce moment-là des centaines de milliers de Juifs qui fuient l'Europe et l'Holocauste et qui avaient des tendances génocidaires à ce moment-là. En 1947, il y a déjà une guerre civile en Palestine. Les Juifs qui avaient été
les nationalistes juifs travaillent pour la création d'un État juif palestinien. Et contre eux, il y a des populations arabes qui produisent le nombre d'immigrants énorme. Donc, nous avons des gens qui quittent la Palestine pour dire on ne peut plus. Les Anglais quittent la Palestine et les Nations unies décident sur la répartition en Palestine et divisent l'État d'Israël. Les Anglais quittent la Palestine et l'État d'Israël est utilisé. Durant une guerre, plusieurs Palestiniens sont écartés et le nouvel État est appuyé par l'Union soviétique, les États-Unis et par d'autres pouvoirs. Et donc, ils écartent les non-juifs, mais ils ramènent les Arabes et pour établir un État arabe aussi dans cette partie du monde. Et donc, nous voyons ici deux cartes. Vous voyez ce qui a été décidé par les Nations unies en 1947. 56% est juif, 56% de la terre est donnée à un tiers de la population. C'était la promesse de l'Angleterre. 44% des terres seraient remis et ce serait un État palestinien. Et ce qui avait été décidé en 1948, après la guerre de 1948, n'ont jamais été honorés. L'État palestinien n'a jamais été fondé, mais là, vous voyez le mot Ouest faisait partie de l'État hachémite de anglais. C'était dans le monde. L'établissement d'État d'Israël, tel que planifié, avait été voté par les Nations unies. L'interprète s'excuse, mais il y a des mots qui ne sont pas clairs dans la présentation du Père David. Alors, je vais faire ce que je peux. Alors, la création d'un État en Palestine n'a jamais été faite pour les Palestiniens. Et ici, nous avons affaire l'État d'Israël était avec les Arabes environnants. Et c'était appuyé la Terre Sainte en 1967. Ils ont défait les armées arabes, même avant que la guerre commence presque. Ensuite, la réaction. Cela a mené à plusieurs années d'occupation, l'occupation des terres arabes, de la terre Gaza. En 1987, 20 ans après la guerre de 1967, les Palestiniens ont eu des révoltes et c'est produit l'intifada. Alors, les Palestiniens se sont organisés militairement et avec des actes de gestes de désobéissance civile, ils ont
ils ont évité l'État palestinien et zioniste. L'organisation du palestinien a commencé en 87. C'était la première fois que les Palestiniens étaient reconnus officiellement, mais ils voulaient établir un État de Palestine. L'intifada déciderait le statut des Palestiniens, mais ça ne créerait pas l'établissement d'un État valable pour les Palestiniens. Prochain. Ce sont des négociations dans la communauté internationale, surtout aux États-Unis. Il y a des négociations à Oslo et finalement, ça va de l'air que quelque chose presque eschatologique où les responsables, l'Israélien et les autres, et l'administration américaine menée par Yitzhak Rabin et Yasser Arafat qui était là. On espérait donc que ce serait l'établissement d'une solution à deux États, un État d'Israël qui vit en la paix et la sécurité à côté d'un État palestinien. Malheureusement, ça n'a pas été développé. Les Israéliens, l'administration israélienne a continué à mettre des colons sur le terrain des Arabes et la relation entre les Israéliens et les Palestiniens n'a pas été améliorée du tout, malgré l'optimisme de l'accord de Oslo. Et on n'écoutait pas les besoins ou les attentes du peuple palestinien. L'interprète s'excuse une fois de plus, mais les mots sortent un après l'autre et pas toujours clairs. Alors, il y a une annexation de la rive gauche et les Palestiniens avaient le droit d'avoir une ressemblance d'indépendance ou d'autonomisation, mais alors que tout était sous l'occupation israélienne. Et les Palestiniens étaient de plus en plus contrôlés pour savoir où ils peuvent se promener et parce que il y avait un statut pour Jérusalem, un Jérusalem divisé. Jérusalem a été pris en charge par les Israélites et les autres ne pouvaient pas rentrer à Jérusalem. Et le passage entre les différentes places de couleurs différentes ont été rendus impossibles. Les passages étaient impossibles entre les couleurs. Et enfin, après la deuxième intifada et l'occupation par les Israélites, et Israël, unilatéralement, est sorti de Gaza. Ce n'était pas une invitation à dialogue. L'État Gaza, donc, était une région fortement peuplée. Et la plupart des gens qui étaient là étaient des réfugiés de 1948, quand l'armée israélienne avait pris des territoires. Donc, c'était un camp de réfugiés à Gaza et
quand Israël a laissé, il y a des élections avec le Hamas et ça menait à de la violence en Israël et dans l'État, le territoire de Gaza. Et vous avez toute la série de violence en 2008, 2012, 2014, 2021 et 2023, des campagnes militaires par Israël. C'est de la violence et de la destruction, des attaques et même avec des surprises. Et c'est des attaques qui amènent avec des attaques contre Israël et Israël contre les groupes non israéliens. Ensuite, il y a les accords d'Abraham et la fin de la question palestinienne en 2020. Et des promesses, un optimisme dans la vie des Palestiniens et des Israéliens et de paix vers la prospérité et une administration qui avait des vues que l'accord d'Abraham et Israël a signé des traités de normalisation. Ils ont inclus pour les groupes arabes, même, se sont intégrés au travail avec ça. Et en 2023, les gens espéraient avoir une normalisation avec la question palestinienne. Le but de ces accords était de terminer des décisions non prises pour les Palestiniens. Il y aurait une paix qui permettrait à établir un résultat de paix. C'est une des choses pour le Hamas et le 7 octobre 23, et c'était une partie des raisons pour lesquelles ils ont attaqué. Alors, très brièvement, vous voyez ici la démarche qui a été mise en place où les Palestiniens ont été marginalisés et ils ont écartés de leur terre originelle et ils sont confinés sous l'emprise des Israélites. Et donc, après une histoire très rapide, dans les derniers 106 années, on m'a posé la question, et quoi? Et où est-ce qu'on peut aller maintenant? Et je veux dire que plusieurs d'entre nous sommes dans une situation de désespoir. On ne voit pas d'espoir à l'horizon. Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que la réalité est là. Et la réalité est la suivante. Je voudrais parler de cette réalité en regardant les statistiques de la population aujourd'hui. Aujourd'hui, en Israël, Palestine, il y a 7 millions de personnes, 7 millions de Juifs, et il y a 7 millions d'Arabes. C'est cette réalité qui doit prendre un poids. La communauté internationale a essayé d'imposer une solution de 2 États, et ça demeure l'option préférée de la communauté internationale jusqu'à aujourd'hui. Mais en parlant d'une solution de 2 États, alors qu'un des partenaires a écarté toute possibilité d'une solution de 2 États en colonisant complètement des régions ou des terres qui auraient pu, par le passé, être considérées comme un État palestinien,
entrant dans ces territoires, des colons qui prenant la terre, écartant les Palestiniens de leur foyer dans le sud, dans ces territoires-là. Ça veut dire que la solution à deux États est presque impossible aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, peut-être qu'il faut le dire plus fortement et clairement qu'un État dans lequel les Juifs et les Palestiniens doivent vivre ensemble. Et donc, je parle en tant que membre de du pays d'Afrique du Sud. Nous avons deux populations et c'est un pays qui fait tous les efforts pour être un pays d'égalité et liberté pour tous. Et je pense que c'est définitivement ce que c'est, pourquoi j'espère et également ce qu'il faut regarder de plus en plus, mettre là sur la table comme étant la seule solution, un seul pays avec deux cultures. Merci. Merci, Père David, pour ce survol historique. C'est possible une façon d'aller d'avance. Je veux rappeler tout le monde que si vous avez des questions, nous allons garder les questions pour après les présentations des panélistes. Merci beaucoup, Père David. Donc, nous allons maintenant entendre Anton Asfar, qui est le secrétaire général de Caritas Jérusalem, un partenaire de long terme de développement et paix, Caritas Canada. Anton était gradué de Terra Sancta College et de Birzeit Université en Palestine et une autre université à Belgium, en Belgique. Dans le passé, il est connu pour ses expertises financières et stratégiques. Il a travaillé avec le patriarcat latin de Jérusalem et a enseigné à la faculté de Bethléem. À toi, Anton, pour parler de la situation qui existe actuellement. Merci beaucoup, Père David, pour cette présentation de la question de Palestine. Mesdames et messieurs, des souhaits de Jérusalem, des souhaits. Je suis touché par cette convocation et je remercie pour cette occasion de développement et paix d'avoir cet atelier. Alors, pensez, vous travaillez au Gaza. Vous avez un défi énorme, un environnement énorme. On voit la souffrance partout. En plus, vous et tous d'autres membres, vous allez être privés de votre maison, pas de nourriture, pas de linge, d'habits. On prend Ahmad, quelqu'un qui travaille pour le groupe de Jérusalem à Gaza. Et il allait au gymnase et il faisait d'autres choses avant la guerre. Après le 7 octobre, sa vie a été changée complètement. L'édifice a été bombardé, Mohamed, et il a perdu les liens. Amir, Viola travaille dans sa région et leur foyer a été détruit par des bombes là aussi. Elle, avec sa mère et d'autres, a été obligée de se déplacer d'une place à l'autre. Et ils vivent maintenant dans une maison louée à Gaza. Viola, la fille est sur l'écran. Elle était passionnée pour son travail, surtout durant la pandémie de 2019. Mais le 9 mois d'octobre, son église a été bombardée
et a éliminé l'abri où Viola et sa famille demeuraient. Et la communauté chrétienne a été écartée, incluant Viola, son mari et ses enfants, sa sœur et les enfants de sa sœur. Et Dr. Issam Aberdrabo ont été objets de bombardement. Le conflit à Gaza a fait tuer 42 000, donc des enfants et des femmes. 100 000 personnes sont blessées, avec 25 000 d'évacués médicaux. Il y a plusieurs gens en camp avec des problèmes alimentaires et même alimentaires et de sanitaires aussi. 71 000 personnes sont dans des situations hygiéniques terribles. Il n'y a pas d'égout et les aliments ont diminué énormément depuis le 7 octobre. 85 000 tonnes d'explosifs ont été amorcées et ça a éliminé les centres médicaux, les centres, les cliniques, les institutions de santé et il y a 52 mosques et des églises. 60 membres de UNRWA, des Nations Unies, et des centres ont été détruits. Et le coût de tout ça, c'est à peu près 35 milliards de dollars américains. La crise humanitaire à Gaza est pire et ça apparaît dans la région. Avant la guerre, les 100 camions par jour rentraient avec la nourriture. Aujourd'hui, c'est 50 camions qui peuvent réussir. L'administration des États-Unis est prête à avoir 350 camions par jour. Mais les gens ont aidé. Nous avons une équipe médicale. Caritas travaille là-dessus. Et nous avons fonctionné avant et on a déplacé notre clinique de l'abri latin. Et il y a plusieurs discussions dans les camps de réfugiés et beaucoup de questions. On a de moins en moins de ressources disponibles. Notre équipe travaille avec la campagne de vaccination polio. 2400 enfants la semaine dernière ont reçu des vaccins. La campagne se fait même aujourd'hui et va continuer la semaine prochaine. Avant la guerre, Gaza avait plusieurs personnes. On avait 1400 chrétiens, mais il n'y en a que 600. Ils font ce qu'ils peuvent. Cette communauté chrétienne est en contact avec le Saint-Père sur une base régulière et dans la paroisse Sainte-Famille à Gaza. Cette communauté reçoit de l'aide. Une autre reçoit quelque chose d'une autre organisation comme la nôtre. Mais ils sont terrifiés des opérations militaires par des différents camps qui ont été attaqués.
Ils sont préoccupés par leur avenir et l'aide à la nourriture et en médecine. Alors, la communauté chrétienne aimerait vivre là en paix. Et puis, chaque fois qu'on va quelque part, on se fait bombarder. La situation a- 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 s'est déplacée vers le Liban, bien sûr, mais les mouvements ont rendu les choses pires. Il y a plusieurs préoccupations pour l'avenir de Gaza, alors que d'ordres d'évacuation ont été présentés. L'impact de la guerre de Gaza va au-delà de la rive gauche. Les gens vivent sous le cadenas de fermeture et des cercles de violence. C'est au début de la saison de Pâques. Et le chômage et les taux d'inflation augmentent et vivent avec l'argent qu'ils ont, c'est presque impossible. Et, et pour l'avenir des enfants est très mis en cause complètement. En conclusion, je voudrais insister que le travail ne sera pas possible sans l'appui énorme et les stratégies de donateurs et bienfaiteurs qui nous aident. Et nous sommes reconnaissants pour ce qui c'est que nous recevons. Merci. Thank you so much, Anton. Merci, Anton. Donc, description très sévère de ce qui existe. Merci d'avoir partagé ça avec nous et pour le travail que Caritas fait. Notre prochain intervenant, Maggie, Nagui, membre du personnel de développement et paix, il s'occupe des programmes d'urgence. Il est architecte en Égypte et de protection des enfants. Il maîtrise et les effets de traumatisme à l'Université McGill. Il a fait de la recherche avec Save the Children et le Bureau international pour les droits des enfants. À toi, Maggie, présente un peu ce que nos partenaires font. Merci. Je vais passer en français. Bonjour tout le monde, content d'être avec vous aujourd'hui et merci beaucoup Père David, Anton pour cette présentation. Avant de commencer avec ce que Développement EP essaye de faire avec les partenaires, avec nos partenaires, surtout avec Caritas Jérusalem, j'aimerais bien dire que toutes les difficultés que Anton vient de mentionner sur le terrain devient de pire en pire. C'est pas du tout simple de travailler à Gaza, d'avoir un accès. Toute l'aide humanitaire est très réduite en, en raison de manque d'accès. Si on voit bien la carte de Gaza, il n'y a pas d'entrée pour Gaza. Il y a deux façons, c'est ou bien passer par l'Égypte ou bien passer par euh, territoire israélien. Donc, imaginez-vous tous les camions qui doivent ramener l'aide humanitaire à l'intérieur de Gaza. C'est pas facile de passer par le territoire israélien parce que les Israéliens même bloquent ces camions. Et une seule porte d'entrée qui est par l'Égypte ne suffit pas pour pouvoir aider les personnes affectées. Donc, peut-être on essaye autant que possible d'aider nos partenaires. Puis, je soulignerai, Luc, si tu peux passer la nouvelle.
la prochaine slide. Nous avons lancé plusieurs appels aux dons ici au Canada et nous avons reçu des donations de membres ici. Puis, pareil, avec les fonds qu'on a amassés, à peu près 800 000 dollars canadiens, ça va aller directement ou principalement à nos deux partenaires sur le terrain. Caritas Jérusalem, puis on va parler après de Société Saint-Yves. Nous travaillons aussi avec CRS, Catholic Relief Service. On a pu avoir une aide à travers le Canadian Food Grain Bank, la banque canadienne, de 2,5 millions. Euh, Ça, c'est dédié plus ou moins surtout pour pouvoir fournir une aide à Gaza. Aussi, d'autre côté, on essaie avec le gouvernement canadien d'avoir accès à des fonds. C'est pas facile parce que le gouvernement, ça dépend. Des fois, on a des fois des informations qui a un fonds qui sera dédié à l'aide humanitaire. Des fois, c'est lancer l'appel. Des fois, c'est poussé, c'est retardé. Donc, mais on essaie toujours d'essayer d'avoir des fonds pour pouvoir appuyer notre réponse à Gaza et surtout aussi West Bank et Liban. Euh, je profite pour remercier, dire un grand merci, puis solidarité, montrer notre solidarité envers l'équipe qui est sur le terrain de Caritas Jérusalem. C'est pas du tout facile de travailler, de fournir d'aide quand les personnes eux-mêmes sont visées. Les bombes qui sont lancées à Gaza ne distinguent pas euh, les travailleurs humanitaires, chrétiens, les musulmans, c'est lancé. Donc, sortir euh, puis essayer d'aider n'est pas du tout facile. C'est des personnes qui, en voulant et avec cette volonté très sincère d'aider les autres, mettent leur vie même en risque. J'étais à Gaza avant le 7 octobre, quelques semaines avant, et j'ai rencontré l'équipe de Qatar Jérusalem. J'ai rencontré les photos que Antoine vient de montrer des cliniques. Moi, j'y étais, j'ai visité cette équipe, une très belle équipe, très, très bien dynamique, motivée, avec beaucoup de patience pour cette belle mission. Cette équipe et eux-mêmes, ils sont eux-mêmes visés par les attaques. C'est pas facile d'aider. Donc, on continue notre aide à travers des appels en urgence que Caritas Jérusalem, un projet qu'on appelle toujours des appels d'urgence, projets d'urgence, où chaque Caritas, chaque membre de Caritas participe avec un financement pour pouvoir faire cet appui. Suivant. Donc oui, ça c'est le dernier appel, le projet qu'on appuie avec Caritas Jérusalem. Comme vous voyez, il y a plusieurs membres de Caritas qui contribuent. À la fin, c'est des projets, comme Antoine a bien expliqué, en santé, euh, essayant de fournir d'aide d'urgence, abri, des nourritures, des interventions en eau, assainissement et hygiène. Euh, Quand je vous dis autant que possible, on essaie d'aider, il y a un besoin énorme et les budgets ne sont pas assez. Donc, on a aussi besoin de beaucoup plus d'aide et, euh, et c'est un projet qui se renouvelle. Donc, on a fini une première phase de ce projet, puis on va continuer avec une deuxième phase. Le défi n'est pas seulement dans l'accès pour pouvoir aider ces personnes, mais aussi les déplacements, les personnes qui sont déplacées qui continuent à être attaquées. Donc, par exemple, les abris. Il y a une semaine passée, les personnes qui étaient déjà dans les abris ont été encore une fois bombardées. Donc, on se déplace avec les personnes qui se déplacent, en essayant de les aider au maximum. Suivant. Aussi, peut-être parler un peu de notre deuxième partenaire, Société Saint-Yves. Euh, Je pense, même Anton, il est dans le board de cette association. C'est une organisation qui travaille sous le patronage du patriarcat latin
de Jérusalem. Ils essaient de fournir autant que possible une assistance juridique aux Palestiniens sur leurs droits. Donc, droit de résidence, liberté de circulation, droit au logement, droits sociaux et protection. Pour juste clarifier rapidement, la partie en Cisjordanie, elle est divisée en plusieurs zones, zone A, zone B, zone C. Et la construction des colonies israéliennes continue. Donc, c'est un territoire qui, de plus en plus, est pris pour construire des colonies et des résidences israéliennes. Donc, du coup, les personnes perdent leur territoire, leur logement. Les personnes qui sont à Cisjordanie n'arrivent pas à avoir un accès facile pour se déplacer. Pareil comme à Gaza, c'est des prisons ouvertes. Donc, le droit de circulation est très, très important. L'association Société de Saint-Yves essaie autant que possible de fournir cette aide juridique et peut-être passer des cas au tribunal. C'est vrai que un grand pourcentage, ces tribunaux sont bloqués par des décisions bien claires en avance, mais minimum, il y a cet essai d'appuyer les personnes vulnérables en faisant des actions de plaidoyer pour sensibiliser les Palestiniens. Donc, avec ces deux partenaires, en plus de CRS, Catholic Relief Service, on essaye d'aider autant que possible à travers les dons qu'on reçoit de nos banques. Merci beaucoup, merci à vous, puis je remercie Anton et son équipe pour ce beau travail en toute solidarité avec eux. Merci beaucoup, Nagui. Thank you, Nagui. And our last speaker today is Hélène Gobet, who is Development and Peace's Director of La dernière Communication. intervenante, c'est Hélène Gobet, directrice des communications. Elle avait été responsable de l'ACOSI, l'Association québécoise d'interdéveloppement international. Elle a travaillé à Développement et Paix pour 25 ans. Elle a une bachelier en sociologie et une ministère à l'Université de Montréal. Alors, Hélène va nous présenter aujourd'hui quelle est la position de plaidoyer et des possibles démarches et de façon de procéder. À toi, Hélène. Bonjour tout le monde, je vais m'exprimer en français. Tout d'abord, un grand merci à Father David, Anton et Nagui pour avoir bien placé les enjeux. Comme vous le savez, à Développement et Paix, on a un rôle, oui, d'appui financier dans des programmes de développement réguliers, comme dans plusieurs pays à travers le monde, mais aussi dans des cas d'aide humanitaire. La première chose qui est faite, c'est toujours l'appel aux dons pour l'aide humanitaire, ce qui a été le cas pour la question de la Palestine, de Gaza et maintenant de la Cisjordanie. Maintenant, on est rendu au Liban. Notre rôle comme organisation, c'est oui d'amasser des dons pour aider les populations civiles, mais Développement et Paix a aussi un deuxième mandat qui est de faire de la mobilisation, de l'éducation et du plaidoyer. Pour ce qui est le cas je m'excuse parce que j'ai les choses qui pop à côté de moi. Alors, tout ça pour ce qui est du conflit en Palestine, avec le message du pape François qui était pour guider nos actions, ne prendre qu'un seul parti dans ce conflit, celui de la paix. Et toutes nos actions sont profondément ancrées dans l'enseignement social de l'Église. En ce qui a trait à la mobilisation puis l'éducation, Développement et Paix a organisé 2 webinaires, dont celui d'aujourd'hui, mais également celui qui a eu lieu durant l'Avent avec le cardinal Pizzaballa et Anton de Caritas Jérusalem qui était là également. Il y a eu beaucoup de formations qui étaient faites au niveau du personnel d'animation pour que ce soit redonné auprès des membres. Il y a 2 articles en profondeur qui ont été écrits pour souligner les 6 mois et l'année du conflit. Vous pouvez retrouver ces articles-là sur le site Internet de Développement et Paix. Et on a également mobilisé les membres à participer à des pèlerinages qui ont eu lieu à travers le pays afin de prier pour demander un cessez-le-feu immédiat.
Donc, notre plaidoyer par rapport au conflit en Palestine, dès le début du conflit, on a mis en place une cellule de crise. Je pense que c'est important de le mentionner, qui était composée de personnel de développement et paix qui était plus particulièrement touché par cette question-là. Donc, le directeur général, le directeur des services internationaux, les chargés de programme concernés, les gens des communications et bien sûr la personne responsable du plaidoyer. Dès le 25 octobre, notre directeur général, Carl Etu, dans un appel aux dons pour Gaza, demandait déjà un règlement négocié, permanent et pacifique qui respecte les droits humains et la dignité humaine. Depuis cette date-là, du 25 octobre, on a signé 12 lettres qui ont été adressées au gouvernement canadien et une aux États membres des Nations unies. Et tout ça, on le fait en concertation avec d'autres organisations de la société civile canadienne et internationale. On a émis 13 articles et des communiqués sur la situation. Notre directeur général a également donné des entrevues sur la question. Nos demandes étant essentiellement les mêmes depuis le début du conflit, c'est-à-dire un cessez-le-feu permanent et total, la libération des otages et des prisonniers, la mise en place de couloirs sécurisés pour l'aide humanitaire, la cessation de toute aide militaire à Israël, y compris la fourniture d'armes, de munitions, de systèmes d'armes et de composants d'armes, et un processus de paix sous médiation internationale. Il y a une autre demande qu'on a eue pour une courte période, mais qui a été rétablie. En fait, c'était le rétablissement du financement à l'UNRWA, qui est l'organe des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, qui avait été suspendu par le gouvernement canadien en janvier et qui a été remis en place par les pressions des groupes de la société civile en mars 2024. Un autre élément intéressant qui a été fait en concertation avec d'autres organisations, c'est en décembre 2023, les premiers ministres, ils l'ont fait en décembre 2023, mais ils ont réitéré en février 2024. Les premiers ministres de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande ont fait une déclaration commune qui demandait à Israël un cessez-le-feu et la paix immédiate. Suite à cette annonce-là, non écoutée par Israël, les trois Caritas de ces trois pays, Caritas Australie, Développement et Paix et Caritas Nouvelle-Zélande, ont exhorté les premiers ministres et les gouvernements de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande à déployer tous les moyens diplomatiques, politiques, juridiques et économiques possibles. Donc, depuis un an, notre plaidoyer est sans et ne cesse de, comment je dirais, au tout début, on était sur des demandes de cessez-le-feu, libération des otages et la mise en place de couloirs sécurisés. La question de l'aide militaire s'est ajoutée et le processus de paix sous médiation internationale également. Donc, Développement et Paix va poursuivre son plaidoyer sur la question. D'ailleurs, je vous invite à aller lire l'article qui a été écrit par le conseiller en communication de Développement et Paix, Minas Kerola, qui brosse l'année complète de ce qui s'est passé à Gaza et de notre travail de plaidoyer sur cette question-là. Et à l'intérieur de l'article, vous avez un lien. Je ne sais pas si quelqu'un peut mettre les deux liens, un en français et un en anglais. Nous vous invitons à envoyer une lettre à vos députés afin qu'ils soutiennent les demandes de plaidoyer de développement et paix sur cette question-là. Il est important, comme Nagui le disait, les besoins sont importants. On a besoin de dons encore, mais il faut pas lâcher la pression sur nos gouvernements parce que c'est la pression populaire qui va faire qu'à un moment donné, le gouvernement canadien n'a pas le choix de prendre des positions plus sévères par rapport au conflit actuel. Great. Okay, thank you very much, Hélène. Très bien, merci Hélène. Alors, We do have time for a question or two. nous avons temps pour une question ou deux. Mettez-les dans la boîte de clavardage, ça serait formidable. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, les mettre dans le chat. Oui, nous pouvons les répondre. So yes, you can put your questions in the chat if you have any. Alors, mettez vos questions dans la boîte de clavardage. Entre-temps, je veux
Merci beaucoup, le Père David, Anton, Nagui et Hélène d'avoir partagé ce qu'ils ont partagé aujourd'hui. C'est un sujet difficile et j'apprécie que vous soyez ici, les participants, pour réfléchir là-dessus, pour voir ce qu'on peut faire. Et dans cette situation difficile. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, placez-le dans la boîte avec le partage. Alors, nous avons une question de Giulio pour Père David concernant la solution de deux États n'est plus une option. Est-ce que vous pourriez clarifier là-dessus la chose, s'il vous plaît? Oui, c'est un enjeu très délicat parce que la communauté internationale appuie la solution de deux États. Je pense qu'il faut prendre en ligne de compte ici, c'est le fait que la communauté internationale a proposé une solution de deux États depuis 1947. Et il n'y a rien qui s'est fait. Je ne sais pas qui est passé. Et je pense que ça veut dire que quelque chose ne fonctionne pas. De plus, l'État d'Israël a rendu la chose impossible. Ceux qui ont visité la Terre sainte ont vu l'énorme édifice de colonies israéliens à travers le territoire. Il y a un groupe très vocal qui veut bâtir des colonies même dans le Gaza. Même si Israël a des accords avec les autorités palestiniennes, ils ne peuvent pas avoir un État palestinien où, de fait, la haine est extrême entre les deux. Et pourtant, la seule possibilité pour aller au-delà où nous en sommes semble être que les Palestiniens et que les Israélites vivent dans un État. Il n'y a pas de place pour mettre un État palestinien. Et bien sûr, nous savons que beaucoup dépend sur l'éducation. La haine, on n'est pas, on vient pas au monde en haïssant. On est éduqué à haïr. Donc, si la communauté internationale est prête à mettre une fin à ce conflit, il faudra avoir beaucoup d'investissements et d'actions pour arrêter la violence et ensuite passer vers un avenir qui soit possible plutôt avec de présenter des slogans. On parle à travers des slogans depuis trop longtemps et ça n'a rien donné. Merci. Merci, Père David. Question pour Anton. Est-ce qu'il y a de l'aide pour les orphelins ou les enfants seuls? La réponse, oui. L'Église fait de son possible. Les religieuses ont travaillé beaucoup là-dessus et de formation. Nous sommes engagés dans certains projets pour les enfants blessés. On essaie de trouver des solutions pour eux, des solutions pour ces enfants, et on s'engage avec les familles. Merci. Nagui, voulais-tu rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est pas facile de travailler avec un groupe qui sont victimes d'attaques. Alors, on fait ce qu'on peut autant que possible euh, sans, sans présenter trop de défis aux gens. Notre dernière question, peut-être. Est-ce que Développement et Paix ou Caritas Canada est engagé dans des discours de paix entre les, les, les côtés? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, je peux dire que c'est important de parler de cette question de la cohésion sociale, un projet de cohésion sociale avec des jeunes, pour réunir des jeunes et voir comment on peut vivre ensemble. Mais ça va être
À ce moment-ci, les gens sont pas prêts à s'écouter l'un l'autre. Et le niveau de violence est à un niveau extrême à ce moment-ci. Et on est bloqué par une réalité très triste. Non seulement pour parler de paix, mais même l'aide. Il faudrait qu'il y ait une solution politique à ce conflit pour qu'il arrête maintenant, pour qu'on puisse penser à ce qu'on peut faire avec les gens et comment un avenir est possible. À ce moment-ci, c'est très difficile d'imaginer un avenir dans le pays. Le pays n'est pas équipé pour ça. Yes, Sonia, go ahead, and then we'll Alors, Sonia, vas-y. go ahead. Oui, Sonia? bonjour, chargé de programme également. Aux côtés de Nagui et de mon côté, je travaille pour différents pays du Moyen-Orient, dont le Liban. Je voulais juste compléter. J'ai également été en charge des programmes pour la Palestine pendant longtemps. Donc, effectivement, le travail pour la paix et le dialogue intercommunautaire et la construction du vivre ensemble et du dialogue social fait entièrement partie de nos axes de travail. Et nous avons eu déjà par le passé un programme en Palestine, en Cisjordanie notamment, euh, des partenaires et un travail dans ce domaine-là, euh, également avec des organisations israéliennes pacifistes. Dans une toute petite mesure, nous avons pu le faire par le passé, mais comme Nagui vient de l'expliquer, euh, le, le, le contexte est délicat et les besoins et nos aides euh, euh, ne sont pas illimités. Donc, actuellement, nous avons choisi de travailler en aide humanitaire, en droits économiques et sociaux, tels que l'a bien expliqué Nagui également, euh, en Cisjordanie avec la société Saint-Yves, dans un contexte complexe où les droits économiques et sociaux passent nécessairement par un appui au contournement et à l'acquisition des droits administratifs et légaux pour acquérir parfois le minimum de ces droits économiques et sociaux. Donc, et comme Hélène l'a mentionné également, nous essayons de faire notre possible ici au Canada en plaidoyer, comme le font tous les partenaires internationaux en ce moment d'organisation palestinienne. Moi, en tant que chargée de programme pour le Liban, nous avons effectivement en ce moment des partenariats antérieurement à la guerre, depuis de nombreuses années et toujours actuellement, euh, en dialogue intercommunautaire. C'est fondamental au Liban. C'est un enjeu aussi de cette guerre actuellement. Et donc, aussi bien nous travaillons avec Caritas Liban et avec d'autres organisations partenaires. La Fondation Adiane est peut-être parmi nous également aujourd'hui. J'avais invité nos partenaires du Liban à prendre part et je remercie tous ceux qui sont ici avec nous. Donc, on a des activités partout au Liban, y compris dans la Bekaa au sud et à Tripoli, dans des communautés qui travaillent sur la prévention des conflits, la transformation des conflits dans leur propre communauté et quand il y a des déplacements en dialogue social, quand les communautés doivent se déplacer dans un fief autre, comme c'est actuellement le cas au Liban aussi. Merci beaucoup, Sonia. Merci. And Anton, would you like to share any kind of last comment or word as we begin to close here? Well, on a comment for the peace building, we need a Un healing. commentaire sur la paix, l'établissement de paix. Alors, il y a beaucoup de souffrance et il n'y a pas d'espace pour le dialogue à ce moment-ci. Les solutions doivent venir de l'intérieur des deux côtés et pas être imposées par qui que ce soit de l'extérieur. C'est qu'il faut comprendre. La motivation doit être là. On peut appuyer le dialogue, mais il faut que les solutions viennent de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Merci, Anton. Père David. I would like to say something. Oui, j'aimerais dire quelque chose. Anton dearly, J'aime beaucoup Anton, what he just said. mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. I think that Je pense que, de fait, we can do to tout ce qu'on peut faire pour proposer des questions de l'intérieur, il faut le faire. Mais à ce moment-ci, il y a une
un besoin essentiel de pouvoir établir de la pression internationale pour arrêter la guerre. Les pays fournissent des armes à Israël comme s'il n'y avait aucune limite. Il y a d'autres pays aussi, peut-être avec l'Iran, avec des armes. Mais il faut une campagne internationale, il faut parler, il faut mettre de la pression, appliquer de la pression auprès de tous les gouvernements et surtout le gouvernement d'Israël maintenant pour que les interventions contre les droits humains, les crimes qui sont faits actuellement ne passent pas sans préoccupation par la part de la communauté internationale et qui le fait très peu. Oui, il y a une cour des nations pour les droits internationaux, mais les pays du monde ne permettent pas des organismes de cour ou de tribunal. Oui, il faut de l'intérieur, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut. Mais quand nous parlons de nos amis outre-mer, il faut une campagne internationale pour présenter les faits à la conscience des gens et que le gouvernement qui ignore le cri qui est émis. N'oubliez pas de mettre la pression. Vous pouvez envoyer des cours. Le président Biden, le président Trump ou Harris, il faut que le monde prenne conscience que on ne peut plus accepter de telle haine et de telle agression. Merci, Père David. Merci tout le monde pour les autres questions qui sont arrivées. On va prendre en ligne ces questions, on va les envoyer aux gens et avoir des réponses pour que nécessaire. C'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui, pour ce webinaire. Je vais transmettre. J'invite Luc Stocking et pour un dernier mot. Allez-y, Brenda. Merci beaucoup, Célina. Et Brenda et moi, on voulait conclure notre temps avec un appel à l'action. Nos invités ont parlé d'un appel à l'action. Il faut, vous avez le lien pour vos députés. Vous pouvez contacter tout de suite quand vous quittez ce webinaire, envoyer une lettre à votre député et faire partie de nos affaires d'intervention pour tout le Canada et surtout une invitation à donner. Merci beaucoup. Je pense qu'on voulait aussi vous remercier, que ce soit le Père David, Anto, Nagui puis Hélène pour cette belle présentation. C'est important pour nous de se rappeler, malgré que ça fait un an de conflit, que nos prières sont toujours avec Caritas du Jérusalem, avec nos frères et sœurs qui sont à Gaza, en Palestine, en Israël, puis au Liban. Et je pense que comme Luc vient nous inviter, que notre action et nos prières ne s'arrêtent pas là. Je pense que le Père David nous a bien mentionné que on a chacun une place puis une action qu'on peut faire, que ce soit par le don, que ce soit par écrire à vos députés, mais aussi que ce soit aussi par la prière. Et qu'aussi que nous, notre communauté qu'on est ici au Canada avec Développement et Paix, qu'on commence ce dialogue-là interreligieux, que nous commençons à être nous-mêmes des acteurs de paix afin qu'on s'assure d'être toujours en solidarité. Et je vous invite aussi à chacun d'entre vous de ne pas oublier, parce que c'est très facile après un an que le conflit continue, qu'on le met de côté puis qu'on oublie ça. Donc, je vous encourage à en parler dans vos familles, à vos amis, commençons le dialogue, parce que le dialogue commence par nous avant tout, afin de s'assurer qu'après ça, on peut mettre la pression sur notre gouvernement aussi. Et nous, on vous invite aussi à continuer à donner dans ces saisons-là, afin de s'assurer qu'on continue à apporter un apport énorme à nos partenaires, que ce soit en Palestine, mais aussi au Liban et en Cisjordanie. Merci beaucoup. Merci. Brenda, un petit mot. Oui. Ce n'est pas un an de conflit, c'est 107 ans de conflit. 107 ans de conflit. Ça suffit. Merci. Merci. Je pense que c'est un excellent mot. 107 ans de conflit qui doit s'arrêter là. Merci beaucoup, le Père David. Okay, merci beaucoup tout le monde. Thank you so much, everyone. We will close the webinar here. Thank you so much. Nous cessons ici. Merci pour vos questions et votre temps aujourd'hui.
J'espère que ces démarches d'action sont des choses que vous allez faire concrètement. Merci beaucoup.